si vieux, mais ton époque et maintenant, il y a quand même un gros changement, notamment même dans le club. Comment toi tu perçois cette évolution? Ou peut-être pas? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'interview d'Asma Oulaka. Aujourd'hui, nous parlons de basketball. Nous sommes à la rencontre de Mamoutou Diarra, ex-basketteur international de l'équipe de France et directeur de la Diarra Academy. Bonjour Mamoutou, ça va? Bonjour, ça va? On peut se tutoyer? Oui, on peut, bien sûr. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je reviens sur ta bio, tu dis « J'ai échangé mon maillot contre une veste pour endosser un nouveau rôle de directeur des opérations sportives du Paris Basketball, dans lequel j'ai appris et découvert les coulisses d'un club de basket au quotidien et c'est aussi passionnant qu'un chien. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on parlait de ma carrière, essayer de trouver ce que j'allais faire et anticiper cette fin de carrière justement. Et donc, dès que j'ai fini, j'ai eu ce rôle, ce poste de directeur des opérations de basket du club du Paris Basket, qui au départ était un club du niveau national 2. Et après, il y a eu un Américain qui a eu une idée de mettre ce club qui était en national 2 et d'en faire un club professionnel. Donc, moi, j'ai fini ma carrière, puis après, j'ai joué dans ce club-là. Et c'était une suite logique de continuer dans ce club-là et d'avoir un poste. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur des opérations du Paris Basketball. Et quand on est basketteur, on connaît qu'un côté du basket, donc tout ce qu'il y a sur le terrain, les paniers, mais on ne connaît pas le reste, c'est-à-dire tout ce qui est marketing, communication, tout ce qui est au niveau juridique. Donc, ça m'a fait découvrir ce côté-là. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris. Et j'ai intégré justement ce club et ce poste pour pouvoir gérer cette académie que j'avais créée, que j'avais mis en stand-by. Et c'est ce pourquoi j'ai enlevé mon maillot pour endosser ce costume. C'est pour ça que j'ai dit ça. Pourquoi avoir mis l'académie en stand-by? En fait, en parallèle de ma carrière, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de lacunes au niveau des fondamentaux. C'est ce qui m'a donné l'idée de créer une académie basée sur les fondamentaux. Parce qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau de la formation. Et donc, je me suis dit, en ayant vu ça, il faut que j'apporte quelque chose, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Et c'est en créant une académie que je pouvais transmettre de la meilleure des manières ces fondamentaux qui manquent au basket français, je pense. On va parler de ton parcours dans le basketball. Comment est née ta passion pour le basket? Alors, comme j'aime le dire, c'est pas une vocation. Moi, j'ai commencé par le foot. J'ai fait 5-6 ans de foot avec toute ma famille, mes frères. Et j'avais des amis qui jouaient au basket et j'avais envie de passer plus de temps avec eux. Donc, j'ai trouvé ce moyen-là pour passer plus de temps avec mes amis, c'est-à-dire aller dans leur club de basket. Donc, c'est un club qui est pas trop loin, là, dans le 19e. Et c'est comme ça que j'ai commencé, voire atterri dans le basket. Donc, c'était pas une vocation, mais au fur et à mesure, j'y ai pris goût. J'ai été contacté par un club. J'ai refusé d'y aller parce que c'était pas mon ambition d'aller plus loin et de performer. Et après, il est revenu à la charge la deuxième année. Et c'est là que j'ai décidé de faire une détection et j'ai été pris. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi. C'était quoi et qui tes premières inspirations? Qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a réellement inspiré dans ce sport? Moi, réellement, c'est Michael Jordan qui m'a inspiré. Bien que j'étais dans le foot, je pense qu'il n'a pas inspiré que des basketteurs. Il a inspiré beaucoup de monde dans plein de milieux différents. Et moi, je faisais partie des gens qui se levaient la nuit pour regarder du basket. En l'occurrence, lui, je me levais à 3h, 4h du matin pour voir un de ses matchs alors que je ne jouais pas au basket. Donc ça, c'était une vraie inspiration et c'est ce qui m'a, je pense, inconsciemment, donné aussi envie de jouer au basket. Raconte-nous les moments forts de ta carrière en club ou en sélection et avec les Bleus, les titres. Alors, avec les Bleus, ça a commencé à Paris. Moi, je suis né à Paris, j'ai été formé à Paris. Mon premier club professionnel est à Bondy en 2e division et j'appartenais au PSG, donc je suis revenu après au PSG après avoir été à Bondy. J'ai été formé aussi à l'INSEP, donc moi, Paris, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est là que tout a commencé, c'est là où j'ai été professionnel, c'est là où j'ai été appelé en équipe de France. J'ai fait mes premières sélections et c'était dans les promotions avec Tony Parker, Boris Dio, Ronny Turiaf. Et c'était vraiment des très beaux moments. Alors, je veux dire, oui, le souvenir de la médaille de bronze au championnat d'Europe en 2005,
C'est un très beau souvenir. J'ai la médaille chez moi. C'est pas tant la médaille en soi qui me fait rêver, c'est plus tous les souvenirs qu'il y a eu de ces sélections, de ces matchs gagnés. Et c'est un aboutissement aussi pour moi du travail fourni. Et donc c'est un très beau souvenir. C'est le premier titre et le seul avec l'équipe de France, je crois. Pour ma part? Oui. Oui, parce qu'après on a fait un championnat du monde en 2006 où on a fini 5e et c'est ce pourquoi on n'a pas pu faire les Jeux Olympiques parce qu'il fallait terminer plus haut pour se qualifier. Quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que basketteur professionnel déjà? Défis au-delà du basket. Alors les plus grands défis, en fait, j'ai envie de dire que les défis c'était moi-même en fait. Moi-même dans le sens où j'ai suivi un chemin qui était le mien, que j'avais décidé de prendre, c'est-à-dire j'aurais pu rester toute ma carrière à Paris. Je l'ai pas fait parce que je voulais me challenger. J'étais à Paris, j'étais bien, j'avais mes amis, ma famille, j'étais dans un cocon et j'aurais pu signer toute ma carrière à Paris. Mais je voyais que quand je jouais moins bien, ça me dérangeait moins et donc j'avais envie de me challenger et partir. Donc j'ai décidé de partir en province pour me reprouver à moi-même et aux autres qui j'étais. Donc je me suis challengé pour ça. Et après j'ai fait 2 ans en province à Chalon-sur-Saône. J'avais envie de tester l'étranger. Donc je me suis dit je vais aller à l'étranger. Je suis parti en Grèce. Donc c'était encore un challenge, un défi pour moi. Je me suis mis en fait des défis moi-même parce que je suis un challenger et j'aime me challenger. Et je me suis dit alors, même si les gens me parlaient des États-Unis, un petit peu, ouais, pourquoi tu vas pas aux États-Unis? Mais j'ai envie de dire que ça faisait pas partie de mon cheminement, mon programme, mes objectifs. Et donc, j'ai suivi, moi, ce que je voulais faire et c'était mes défis et mes challenges. Et donc, je pense que c'était mes plus gros défis, c'était moi-même. Quelle leçon tu en as tiré? Alors, par rapport à ces défis et ces challenges, alors moi, je suis quelqu'un de très réfléchi. Donc, j'ai fait en sorte de pas regretter mes choix. Je l'ai toujours fait. Et donc, j'ai fait beaucoup de choix par rapport à la famille parce que je suis très famille. J'étais à l'INSEP, c'est un institut qui regroupe les élites de tous les sports. Et en sortie d'INSEP, on pouvait avoir des propositions des États-Unis, des lettres que j'ai même pas regardées, même pas ouvertes, parce que je savais que je voulais rester à Paris, je voulais être près de ma famille. Donc certaines personnes me demandent si je regrette pas aujourd'hui ces choix-là, et je leur dis non. Parce que moi, je réfléchis tout ce que je fais, j'anticipe tout ce que je fais, justement pour pas avoir à regretter ces choses-là. Et donc, j'ai toujours fonctionné comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et je ne regrette rien, aucun choix que j'ai fait. Et c'est ma philosophie et c'est comme ça que je suis. Le changement dans le basketball, comment tu aperçois cette évolution? Parce que ce n'est pas si vieux, mais ton époque et maintenant, il y a quand même un gros changement, notamment même dans le club. Comment toi tu perçois cette évolution? Ou peut-être pas? Si, il y a une évolution dans le jeu. Il y a Stéphane Curé qui a apporté une autre dimension au jeu, c'est-à-dire le shoot à 3 points, le shoot à longue distance. Beaucoup s'identifient à lui, donc beaucoup veulent reproduire ces gestes-là. Donc on peut faire une comparaison il y a 10 ans et aujourd'hui, on voit que la plupart des paniers aujourd'hui sont marqués à 3 points, alors que c'était pas vrai auparavant. J'ai pas envie de faire l'ancien en disant que c'était mieux avant. On s'adapte à son époque. Seulement, je pense que plus on a une palette large et mieux c'est. Beaucoup aujourd'hui se focalisent sur le shoot à 3 points, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire, c'est-à-dire la pénétration, être plus physique, shooter à mid-range, c'est-à-dire à 2 points. Il y a une palette de choses à faire que de se cantonner au shoot à 3 points, c'est un peu réducteur. Pour moi, ça c'est ma perception des choses. Après, le jeu est en constante évolution, donc on est là aussi pour s'adapter. Moi, il y a 2 ans, je jouais encore au niveau amateur, et donc j'ai dû m'adapter au niveau et à ce genre de situation. Donc, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est un constat qui est fait, c'est une évolution, et il faut s'y adapter. On va parler de la Gara Academy. Tu n'es pas que, enfin, tu n'as pas été que basketteur, c'est toujours le cas. Tu es quand même fondateur de la Gara Academy, une académie de basketball. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ça? Alors, moi, je suis beaucoup dans la transmission. Ça fait partie de moi. Et je réfléchissais à la meilleure manière de transmettre certaines choses. Donc, j'ai pensé à une académie. Donc, pas un club, parce un club, c'est directement en concurrence avec d'autres clubs. Les clubs peuvent penser qu'on est là pour prendre le joueur.
Donc une académie, tu es en concurrence avec personne, tu es en complémentarité d'un club, tu peux aider les clubs, tu peux prendre leurs joueurs, les développer pour qu'ils progressent. Donc c'est bien pour le club, c'est bien pour le joueur. Et c'est la meilleure manière, je pense, à travers des stages qu'on fait pendant les vacances scolaires et à travers du développement individuel, d'essayer de former des joueurs, d'essayer de faire progresser des joueurs. Voilà pourquoi l'idée est venue, et justement par rapport au constat aussi des lacunes qu'il y avait, que j'ai pu observer pendant ma carrière. Donc directement, j'ai créé cette académie et j'ai fait appel à mon acolyte Rudy qui est venu me rejoindre directement quand il a appris que j'avais créé cette académie. Tu travailles en équipe, c'est un travail collectif. Au sein de l'équipe, quelle est votre vision pour la structure? C'est quand même collectif, comme je viens de le dire. C'est quoi la vision réelle de la Diarra Academy aujourd'hui? Alors vraiment, la vision de la Diarra Academy, c'est de faire progresser un joueur, l'emmener d'un point A à un point B. On n'est pas des magiciens, on ne veut pas transformer les gens, on veut la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, on a conscience aussi que tout le monde ne deviendra pas professionnel. Donc, on essaye de leur inculquer d'autres choses, des valeurs que véhicule le sport. On fait des camps à travers des camps et des coachings. On leur apprend à devenir des hommes, des femmes, la ponctualité, la rigueur, parce que on sait que 95% d'entre eux ne deviendront pas professionnels. Donc, on se focalise beaucoup aussi sur la masse plutôt que sur les élites. C'est vraiment la vision de la Diarra Academy, de ne pas se concentrer seulement pour ceux qui ont des ambitions de devenir professionnels, mais de faire attention aussi à ceux qui ne le deviendront pas. Et ça passe aussi par la confiance en soi, ça passe par l'estime de soi, ça passe par beaucoup de choses qu'on essaie d'inculquer ici. Quels sont les objectifs principaux de la Diarra Academy en dehors de l'enseignement du basketball, vos valeurs, l'éducation, l'accompagnement des jeunes aussi, comme tu viens de citer quelques exemples? Mais, en vrai, c'est ça en fait, ça résume globalement. Ça résume vraiment l'objectif de la Diarra Academy, c'est pas qu'un apport technique, sportif, mais c'est vraiment un apport humain. Et on a des retours des parents qui sont contents parce que c'est des camps qui se différencient un peu du camp formel où il y a que du basket. Nous, on fait intervenir aussi des joueurs professionnels pour un partage d'expérience. On fait intervenir une prof de yoga, un coach mental, pour qu'ils aient tout l'aspect d'un joueur professionnel, mais aussi pour qu'ils puissent savoir par quoi passer, comment surmonter une épreuve, une difficulté. Et c'est vraiment l'objectif de la Diarra Academy, c'est vraiment au niveau de l'humain et pas qu'au niveau du sportif. Tu l'as créé pendant que tu étais basketteur. Et ça n'a pas été si facile de le faire en tant que joueur et de gérer du coup une académie, de mettre tout en place. Comment ça a été pour toi? C'était compliqué? Ça a été facile? En fait, tu as reçu des soutiens? Oui, forcément, j'ai reçu du soutien. C'est vrai que le temps était compliqué pour mettre en place certaines choses. C'est pour ça que je l'ai créé administrativement. Et après, naturellement, j'aidais des gens naturellement dans l'accompagnement, que ça soit par des conseils, que ça soit par des conseils techniques, que ça soit... Donc, je le faisais un peu naturellement. Donc, j'ai créé ces structures administrativement et je m'en suis occupé quand j'avais le temps. En fait, quand je travaillais au Paris Basket, j'avais pas le temps de m'en occuper parce que c'était un poste qui était vraiment prenant. Et quand je suis parti du Paris Basket, j'ai repris l'académie et c'est là que c'est reparti. On a commencé les stages, on a fait du coaching, on a fait de l'initiation et découverte, du conseil et voilà. Ton frère, Oxmo, il passera pas inaperçu. Quel rôle a-t-il joué dans ta vie, dans ton parcours? Parce que toi, en tant que Mamoutou Diarra, tu as une personnalité de basketteur professionnel, mais à côté, tu as ton frère qui est chanteur, qui est dans la musique, qui est dans l'associatif, dans l'humanitaire. Pareil que toi, vous faites beaucoup de choses ensemble. Donc, quel rôle il a joué dans ta vie particulièrement? Il a déjà joué un grand rôle parce que c'est lui qui m'a ouvert les portes, la voie. Parce que ma mère lui avait dit, pour que tu puisses faire ce que tu veux, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies tes études. Donc il a pu avoir son bac, donc il a pu faire ce qu'il voulait. Et ça a été la même chose pour moi aussi. Ma mère a vu que j'avais une passion pour le basket. Elle m'a dit, comme ton frère, si tu veux continuer à faire du basket, il faut que tu aies ton bac. Donc moi, j'ai eu mon bac aussi. Mais ça a ouvert l'esprit de mes parents. Aujourd'hui, si on dit à nos parents qu'on veut devenir artiste ou sportif, ça passe plus qu'il y a 15 ou 20 ans.
Il y a 15-20 ans, c'était un peu marginal de dire à ses parents, je vais devenir sportif professionnel ou je vais devenir chanteur ou rappeur. C'était pas la même vision qu'on avait aujourd'hui. Et donc, mon frère m'a apporté déjà cette chose-là. Après, l'accompagnement d'un frère, donc le soutien. Et il m'a fait comprendre aussi certaines choses parce que lui avait déjà sa renommée, son nom. Moi, je commençais à devenir professionnel, donc ça a commencé. Et il a fait en sorte que on n'associe pas les deux noms directement. Que moi, je puisse faire ma place et qu'on dise pas c'est le frère d'Oxmo Puccino. Moi, j'ai pu me faire un nom, donc Mamoutou Diarra en tant que basketteur et lui, Oxmo Puccino, en tant qu'artiste. Donc, je l'ai compris plus tard et je le remercie pour ça. Et voilà, du soutien, on est soudés. J'ai mon autre frère aussi qui est beaucoup dans l'associatif aussi. Et donc, c'est une femme très soudée, on communique beaucoup et c'est très riche comme rapport. Tu es français, c'est vrai. Tu es franco-malien et tu as une forte, t'as un gros lien avec le Mali, comme tu l'as évoqué lors de ton passage à TV5 en 2011. Tu as un gros lien avec le Mali, notamment ton association que tu as créée avec tes deux frères. Vous avez fait des dons pendant un bon moment. Tu peux nous parler de l'association? Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre un pied dans l'humanitaire? Parce que tu as plusieurs casquettes quand même. Alors, un pied, qu'est-ce qui m'a poussé? J'ai envie de dire rien, parce que c'est naturel. C'est naturel, c'est une transmission qu'on a, que j'ai, que mes frères ont. Et donc, je pense que c'était une suite logique de créer quelque chose, parce qu'on le faisait déjà avant la création de l'association. On envoyait déjà des denrées alimentaires, des vêtements au Mali, donc on le faisait déjà. Et donc, on l'a créé en 2014. C'était juste pour asseoir l'association, juste pour la mettre en lumière au niveau de la France et continuer à faire ce qu'on faisait déjà. C'est pour ça que je dis que c'est une suite logique. Donc, distribution alimentaire, accompagnement des étudiants, aide à l'emploi, à l'entrepreneuriat. Oxmo, il faisait des ateliers d'écriture aussi. Mon autre frère, il était beaucoup plus dans l'associatif et dans le relationnel. Donc, je pense qu'on se retrouvait bien, nous, dans nos secteurs respectifs. Et on a créé l'association qui s'appelle Courte Échelle Paris. Je pense que c'est juste la suite des choses et la suite d'une éducation et d'un enseignement de nos parents, je pense. Ouais, elle est basée en France. Ouais, en France. Et nous, on fait des actions aussi en Afrique, notamment au Mali. Ouais. Oui. Les futures ambitions de la Diarra Academy. Alors, en fait, cette académie de base, je voulais la faire en Afrique, notamment au Mali. Donc, j'ai pas eu les personnes adéquates pour rester sur place là-bas pour la développer. Donc, je me suis dit que j'allais la faire ici, mais c'est toujours dans un coin de ma tête de la développer là-bas. Donc, l'objectif, ça serait d'en faire une en parallèle là-bas pour aider à développer certains joueurs là-bas ou surtout certaines personnes. C'est-à-dire, moi, la première fois que j'ai été au Mali, par exemple, j'ai été dans un club de basket, enfin, ils jouaient dehors et ils avaient qu'un seul ballon. Et donc, forcément, quand t'as qu'un ballon, tu peux pas faire du travail individuel, tu es obligé de faire que des matchs. Et donc, c'était une première problématique. Donc, ce que j'ambitionne de faire, c'est d'envoyer des ballons, envoyer des chasubes, du matériel, parce que au niveau du talent, ils ont ce qu'il faut. Il manque juste de moyens, donc les accompagner par rapport à ça. Et encore une fois, accompagner toutes les autres personnes qui n'ont pas l'ambition de devenir professionnels. Vraiment les accompagner peut-être sur des formations, sur du conseil, mais vraiment leur apporter quelque chose de tangible et non pas que l'aspect sportif de la Diarra Academy. Ça ressemble à quoi, coach Mamadou Diarra? Mamadou Diarra, pardon. Coach du Mali? Ah. Coach de la sélection malienne? Non, je sais pas, mais j'ai envie... Tu t'es pas dit que ça serait possible? Pourquoi pas? Pas peu, même si moi je préfère entraîner des jeunes pour les faire progresser plutôt qu'entraîner une équipe sur une année qui gagne un championnat ou autre. Je suis plutôt dans la progression des individus. Après, ça peut passer par coach. En tout cas, je sais que j'ai envie d'accompagner aussi le Mali. C'est pour ça que l'année dernière, j'avais été au Sénégal voir la BAL, Basketball African League. C'est une ligue africaine qui est en lien aussi avec la NBA. Et le Mali participe de temps en temps. Presque, voilà.
Et j'ai envie de les accompagner aussi à ce niveau-là. Donc, je suis en train de me renseigner de quelle manière je peux les accompagner. Donc, je pense que coach, ça va être entre ici et le Mali. Moi, dans coach, j'entends l'accompagnement, les conseils, la transmission. Moi, c'est tout ça que ça regroupe le mot coach. Est-ce que le succès pour toi, dans ce domaine? Le succès. Alors, tout le monde a sa définition du succès. Moi, la mienne n'a rien à voir avec la notoriété, ni les finances, ni autres. Moi, c'est vraiment le retour que je peux avoir de certaines personnes à qui j'ai pu ou on a pu rendre service, aider, accompagner. Moi, le succès, c'est ça. C'est les retours des personnes qui me disent « Ouais, grâce à telle et telle chose, on a pu faire ça, on a pu arriver là-bas ». Moi, le succès, il est défini par la reconnaissance des personnes qu'on a pu aider. C'était qui tes meilleurs coéquipiers en sélection, ou peut-être en club, et avec les Bleus? Avec les Bleus, j'ai envie de te dire Boris Dio. J'ai bien aimé Boris Dio, c'est vraiment quelqu'un qui est simple, naturel. Il incarne un meilleur ami. Il a les définitions pour moi d'un meilleur ami avec tout ce que ça peut impliquer. Et je dirais lui, ouais. Et quel conseil quel conseil tu peux donner à un jeune aujourd'hui qui rêve de jouer en tant que basketteur professionnel et qui rêverait aussi d'avoir une académie en France ou dans le monde entier? Quel conseil peux-tu lui donner? Alors moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là qui veulent conseil, d'oser. D'oser, c'est vraiment un verbe que j'ai envie de propager auprès de tous. Oser rater pour progresser, oser prendre la parole, oser s'imposer. Vraiment, on est dans un milieu où le mot gênant revient partout, que ce soit à l'école. Ah, t'es gênant, oh, je suis gêné. Et justement, à cause de ça, ça empêche les gens d'être eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur du jugement. Et à cause de ça, ils sont pas eux-mêmes et ils osent pas. Et ça les bloque. Et quand tu oses pas, tu peux pas faire grand-chose si ce n'est rien du tout. Donc, une fois que tu oses, tu prends la parole, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Et c'est déjà un premier pas dans la réussite. Est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous? Une anecdote? Maintenant ou quand tu étais, spécialement quand tu étais basketteur, une anecdote. Alors, une anecdote. Non, celle que j'aime bien raconter, c'est quand Tony Parker est arrivé à l'INSEP et on était dans la même promotion et il était très 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 petit. Et je pensais, et je pense que j'étais pas le seul, que c'était le frère ou de quelqu'un qui était déjà là. Et quand il y a eu le rassemblement, on est tous arrivés et ce petit garçon est arrivé aussi. On a dit bon. Et puis après, on a vu ce que ça donnait par la suite. Mais vraiment, il était tout petit et il ressemblait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Mais il nous a prouvé à tous sa valeur aujourd'hui. C'est la petite anecdote que j'ai. Bon merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. C'est la fin de cette interview. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. À très bientôt.